Un frisson parcourt les capitales occidentales. Un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest vient de briser le protocole. En rouvrant la porte de Pyongyang, le capitaine Ibrahim Traoré inverse le sens du courant diplomatique, défie les attentes et revendique une souveraineté qui ne demande plus la permission. Pourquoi cette alliance improbable dérange-t-elle autant alors qu'elle ne promet ni richesse ni confort immédiat ? Parce qu'elle met en lumière une vérité que personne n'aime voir. Le centre de gravité du pouvoir se déplace, lentement, vers ceux qui osent dire non. Derrière le geste spectaculaire d'Ibrahim Traoré se cache une promesse plus vaste, rendre au Burkina Faso la maîtrise de son destin, sans attendre l'approbation d'aucune capitale étrangère. En renouant avec la Corée du Nord, il ne cherche ni aide humanitaire ni caution idéologique. Il mise sur l'effet de levier d'une alliance que personne n'avait prévu. Le risque est immense. Isolement diplomatique, sanctions, perte d'accès au financement, mais le gain potentiel l'est tout autant. L'affirmation d'une souveraineté réelle, incarnée par un État prêt à assumer ses choix. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant africain place la rupture avant la reconnaissance. Et cette rupture, qu'on la juge dangereuse ou inspirante, devient un test grandeur nature. Jusqu'où un pays du Sahel peut-il aller pour prouver qu'il n'est plus un pion, mais un acteur ? La révélation n'a pas surgi dans un communiqué, mais dans un simple geste diplomatique, la reprise des relations avec Pyongyang. Deux nations marginalisées se sont reconnues dans le miroir de leur isolement, transformant une faiblesse perçue en levier stratégique. Les chiffres confirment l'ampleur du mouvement. Depuis 2022, plus de 60% des échanges militaires du Burkina Faso se sont détachés des circuits traditionnels dominés par l'Europe. En moins d'un an, les liens logistiques se sont redessinés autour de nouveaux partenaires non alignés, de Moscou à Pékin, et désormais jusqu'à Pyongyang. Pour Ibrahim Traoré, cette recomposition n'est pas un caprice idéologique, mais une riposte à des décennies de dépendance déguisée. Le Burkina Faso, lassé des promesses ajournées et des injonctions de stabilité, revendique le droit à l'expérimentation géopolitique. Pendant que les chancelleries s'inquiètent de provocation, le capitaine burkinabé parle d'école du réalisme. Dans son esprit, l'alliance nord-coréenne sert de laboratoire. Tester ce qu'une coopération hors des standards occidentaux peut produire quand les conditions locales dictent la méthode. La question implicite enflamme les débats diplomatiques. Et si la marge devenait le nouveau centre ? Si dans un monde saturé d'interdépendance, les nations longtemps marginalisées trouvaient dans leur exclusion même la source de leur liberté ? Ainsi, le rapprochement entre Ouagadougou et Pyongyang cesse d'être un simple épisode exotique. Il devient un précédent qui pourrait inspirer d'autres capitales africaines fatiguées des hiérarchies héritées. Dans les coulisses, la figure d'Ibrahim Traoré n'agit pas seule. Autour de lui, un cercle restreint de stratèges civils et militaires orchestre ce virage inédit, mêlant audace et prudence. Parmi eux, un diplomate discret formé à Pékin aurait soufflé l'idée d'une ouverture vers Pyongyang comme test de résistance face aux pressions occidentales. L'expérience nord-coréenne, disait-il, n'est pas à copier, mais à observer. Un pays puni, mais debout. L'impact s'est fait sentir presque immédiatement. Dès les premières annonces, les canaux d'aide occidentale se sont resserrés. Les programmes de formation militaire ont été suspendus. Les communiqués de Washington et de Paris ont dénoncé un choix irresponsable. Pourtant, à Ouagadougou, le discours change. Pour la première fois, on parle d'indépendance opérationnelle, d'apprentissage mutuel entre deux nations qui refusent la tutelle. Ibrahim Traoré avance avec un calme calculé. Chaque critique devient pour lui un indice de pertinence. Plus la réaction est virulente, plus la fracture qu'il provoque est réelle. Il incarne un rôle que peu de chefs africains osent assumer, celui du contre-modèle assumé. Ce que certains appellent provocation, d'autres y voient un point de bascule. Un dirigeant du Sahel teste les limites de l'ordre mondial. Et derrière ce pari se profile une question simple mais explosive. Jusqu'où un État peut-il aller pour redevenir maître de son récit ? Tout a commencé par un message codé transmis par un canal diplomatique oublié depuis les années 1980. Quelques semaines plus tard, une petite délégation burkinabé atterrissait à Pyongyang sous couvert d'une mission culturelle. En réalité, l'objectif était clair.
rouvrir une ligne directe entre deux pays que tout semblait séparer, sauf une idée commune, la défiance envers les puissances dominantes. Dans la capitale nord-coréenne, les discussions se sont déroulées dans un silence étudié. Aucun communiqué, aucune photo officielle. Mais selon des sources proches du dossier, les entretiens ont porté sur la formation militaire, la cybersécurité et l'équipement léger. Les Nord-Coréens, experts dans l'art de contourner les embargos, proposaient leur savoir-faire logistique. Les Burkinabés, leur champ d'expérimentation en zone sahélienne. Lorsque la nouvelle fuite dans la presse internationale, le choc fut immédiat. Paris, Washington et Bruxelles convoquèrent leurs ambassadeurs pour évaluer la portée du geste. L'Union africaine resta silencieuse. Moscou, lui, salua une décision souveraine. En quelques jours, Ouagadougou passa du statut d'État marginal à celui de laboratoire géopolitique. Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne, refusa de commenter. Il laissa parler les faits, une série d'exercices conjoints, la mise en place d'un centre de formation à la guerre asymétrique et un programme d'échange technique en cryptographie militaire. Ces signaux, minimes en apparence, dessinaient la carte d'une autonomie défensive nouvelle. Les réactions s'enchaînèrent. Les chancelleries occidentales parlèrent de provocation irresponsable, tandis qu'à Ouagadougou, les partisans du capitaine célébraient un acte d'émancipation historique. Les réseaux sociaux africains s'enflammèrent. Pour certains, l'alliance avec Pyongyang incarnait la dérive d'un régime isolé. Pour d'autres, elle symbolisait enfin la rupture attendue avec l'ordre imposé. Dans les villages du Nord, plus exposés aux attaques djihadistes, les attentes montèrent. « Si ces armes nous protègent, peu importe leur origine », murmurait un chef local. C'est là que la manœuvre de Traoré prenait tout son sens, transformer un geste diplomatique en acte tangible de survie. Le crescendo atteignit son apogée lorsque la télévision d'État nord-coréenne diffusa, pour la première fois, des images du drapeau burkinabé flottant à côté du sien. Le symbole fit le tour du monde. Pyongyang obtenait la visibilité qu'elle recherchait, et Ouagadougou, la preuve que son défi portait déjà ses fruits. Au-delà des échanges, un message s'imposait. Le Burkina Faso n'attend plus d'autorisation. Et chaque réaction indignée, chaque communiqué de mise en garde ne faisait qu'amplifier la portée du signal. Derrière la symbolique politique, les chiffres parlent avec une clarté que la rhétorique ne peut masquer. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, le budget de la défense burkinabé a augmenté de 37% en un an, atteignant un niveau inédit pour un pays enclavé sans ressources pétrolières majeures. Ce glissement, souvent interprété comme un signe d'escalade, traduit surtout une volonté, reprendre le contrôle des moyens de sécurité plutôt que d'en dépendre. D'une part, les livraisons d'équipements tactiques, jusque-là fournies à 72% par des partenaires européens, sont tombées sous la barre des 45%. Le reste provient de nouveaux canaux non occidentaux, dont une partie transite désormais par l'Asie orientale. Autrement dit, en moins de 12 mois, Ouagadougou a réussi à diversifier ses fournisseurs autant que d'autres nations en une décennie. D'autre part, la baisse du nombre d'attaques réussies contre les postes avancés dans le nord, mesurée par les services de sécurité eux-mêmes. Entre février et septembre 2024, les incidents recensés sont passés de 84 à 49, soit une réduction d'environ 41%. Aucune coalition étrangère n'était intervenue. La coordination et le matériel provenaient d'unités nouvellement formées, dont certaines issues de la coopération technique avec Pyongyang. Ces chiffres, loin d'être des slogans, structurent la narration de Traoré. Ils démontrent que sa politique de réalignement ne relève pas d'un caprice idéologique, mais d'un calcul d'efficacité. Là où les partenariats classiques livraient des promesses de formation, il mise sur la transmission directe de compétences. Les chancelleries occidentales y voient un précédent dangereux. Pour le capitaine, c'est une simple équation, moins de dépendance et plus de résilience. Sa logique baseline delta s'affiche clairement. De la dépendance totale à la capacité partielle, puis à l'autonomie relative. Le delta, dans son esprit, vaut plus que la conformité. Ce réalignement n'est pourtant pas sans coût. L'économie, déjà fragile, subit le contre-coup des sanctions et de la raréfaction des crédits. Mais Traoré calcule autrement. Chaque point de croissance perdu à court terme représente, selon lui, un point d'indépendance gagné sur le long terme. Dans les cercles diplomatiques africains, les observateurs s'interrogent. S'agit-il d'un pari héroïque ou d'un isolement méthodique ?
peut-être des deux. Le fait demeure que le Burkina Faso, pays jadis silencieux dans les arènes internationales, est redevenu un sujet de débat central. Et dans cette équation mondiale, chaque pourcentage, chaque variation devient une arme narrative. Les critiques n'ont pas tardé. Pour les chancelleries occidentales, l'alliance avec Pyongyang n'est rien d'autre qu'une provocation calculée. Elles avancent deux thèses. La première, que Ibrahim Traoré met en péril la stabilité régionale. La seconde, qu'il sacrifie la crédibilité du Burkina Faso pour un soutien militaire douteux. Ces positions se nourrissent d'un argument ancien. Les nations qui sortent du cadre international finissent toujours par y revenir, affaiblies et isolées. Mais la réplique du camp burkinabé s'appuie sur une autre logique. Selon ces stratèges, l'instabilité n'est pas née de la rupture, mais de la dépendance prolongée. Pendant 20 ans, les missions de maintien de la paix ont consommé des milliards sans enrayer la progression des groupes armés. Les chiffres de P6 le rappellent. Depuis que le pays agit seul, les attaques ont reculé. Ce constat pour Traoré suffit à invalider le procès d'irresponsabilité. Vient ensuite la question de la crédibilité. Les opposants affirment qu'un partenariat avec la Corée du Nord ternit l'image du pays. Les partisans répondent que cette image n'a jamais protégé personne. Ce sont les routes, les postes et les radars qui sauvent des vies, pas les communiqués diplomatiques. Le prestige international, dit un conseiller de Traoré, ne vaut rien s'il ne se traduit pas en sécurité nationale. Ainsi se structure le dilemme. Faut-il être conforme pour être légitime ou efficace pour être respecté ? Le capitaine tranche. Mieux vaut être redouté pour sa cohérence que toléré pour sa soumission. En quelques mois, le débat a changé de terrain. Ce n'est plus l'isolement qui effraie Ouagadougou, mais la stagnation. Dans ce renversement, la voix du Burkina Faso cesse d'être défensive. Elle devient propositionnelle, presque doctrinale. Et c'est précisément ce ton affirmé qui fait vaciller les vieilles certitudes diplomatiques. L'isolement n'est pas une punition, c'est un laboratoire. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une réunion confidentielle, condense toute la logique du milieu du récit. Elle inverse la peur en méthode. Pour lui, le retrait des circuits classiques n'est pas une fuite, mais une phase d'apprentissage. Une façon d'observer comment un État minuscule peut survivre quand tout le monde lui tourne le dos. C'est précisément à ce stade du virage burkinabé que se situe l'acceptation du risque comme instrument de souveraineté. Chaque sanction, chaque condamnation devient une donnée mesurable, un retour d'expérience. Le capitaine sait que le prix à payer est lourd, mais il y voit une forme d'entraînement politique. Tester la solidité de son projet sans tuteur, sans amortisseur. Et, paradoxalement, c'est ce vide diplomatique qui attire désormais l'attention. Dans le silence des partenariats perdus, le Burkina Faso se découvre une voie nouvelle, celle de la dissonance constructive, où la marginalité cesse d'être une faute pour devenir une posture. Les conséquences du tournant engagé par Ibrahim Traoré se lisent à plusieurs échelles, chacune révélant une transformation silencieuse. D'abord, au niveau national, en ce qui concerne l'État et les institutions, la réforme militaire accélérée a rebattu les cartes du pouvoir administratif. Une nouvelle direction de la souveraineté opérationnelle a vu le jour, intégrant l'armée, la cybersécurité et les infrastructures stratégiques. Cette centralisation, critiquée pour sa verticalité, permet néanmoins une réactivité inédite. Les décisions logistiques se prennent désormais en 48 heures, contre 3 semaines auparavant. Le pays apprend à agir sans validation extérieure, quitte à improviser. Ensuite, au niveau économique, pour les entreprises et le financement, l'impact des sanctions bancaires s'est fait sentir dès le premier trimestre, réduction de 22% des flux commerciaux avec l'Europe. Pourtant, les PME locales, notamment dans la maintenance et la sécurité, ont enregistré une croissance moyenne de 15%. Les circuits parallèles d'approvisionnement, issus d'accords bilatéraux informels, compensent en partie le retrait des acteurs traditionnels. Une économie d'adaptation se met en place, moins réglementée, plus inventive, plus locale. Puis au niveau social, du côté des citoyens et de leur perception, dans les quartiers populaires de Ouagadougou, la rupture est perçue comme un pari courageux. Les slogans « Nous décidons nous-mêmes » fleurissent sur les murs. La population, malgré la hausse des prix, exprime un étrange mélange de fierté et d'inquiétude. Les opposants politiques dénoncent une militarisation rampante.
Mais l'opinion publique soutient majoritairement le capitaine. Selon un sondage interne, 67% des sondés estiment que le pays retrouve sa dignité. Enfin, au niveau régional, dans le Sahel et le voisinage, les répercussions dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des mouvements civils saluent le modèle burkinabé. À Bamako, des députés évoquent déjà la possibilité de coopération défensive hors du cadre CEDEAO. Dans les cercles de pouvoir à Accra et à Abidjan, on redoute un effet domino. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso qui bouge, c'est l'architecture de sécurité du Sahel qui se recompose, pierre après pierre. En somme, l'alliance avec Pyongyang agit comme un catalyseur. Elle redéfinit les priorités nationales, stimule la créativité économique, galvanise la population et inquiète les voisins. La ligne d'Ibrahim Traoré, souveraineté d'abord, approbation ensuite, devient un prisme à travers lequel toute la région réévalue sa marge de manœuvre. À ce stade, la trajectoire d'Ibrahim Traoré se ramifie en 3 directions possibles, 3 scénarios, chacun plausible, dépendant du dosage entre pression extérieure et cohésion interne. D'abord, dans le scénario de base, celui de l'équilibre précaire, le Burkina Faso maintient le cap, l'alliance nord-coréenne reste discrète, limitée à la formation et à l'équipement défensif. Les sanctions financières s'intensifient, mais demeurent supportables grâce à la diversification vers les circuits africains et asiatiques. La stabilité interne repose sur le patriotisme et la discipline des forces armées. Les tensions régionales persistent, mais le pays évite l'implosion. Ce scénario correspond au pari de la continuité. Ni victoire éclatante, ni effondrement. Ensuite, dans le scénario optimiste, celui de l'effet d'entraînement, le pari audacieux de Traoré inspire d'autres nations sahéliennes. Une coopération sécuritaire parallèle émerge entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, contournant les canaux occidentaux. Le soutien logistique venu d'Asie s'étend, offrant à la région une autonomie inédite. Pyongyang, en retour, gagne un point d'ancrage diplomatique durable en Afrique. Dans cette hypothèse, la marge devient un centre alternatif. Le Sahel se parle à lui-même sans traducteur étranger. Enfin, dans le scénario pessimiste, celui de la spirale de l'isolement, les sanctions s'étendent, coupant les banques burkinabées des systèmes de paiement internationaux. Les revenus miniers chutent, les importations vitales ralentissent. Les divisions internes s'exacerbent, la contestation politique reprend. Pyongyang, soumis à ses propres contraintes, réduit discrètement son soutien. Le pays entre alors dans une phase d'austérité sévère où le nationalisme ne suffit plus à masquer la fragilité économique. D'un point de vue stratégique, Traoré, selon ses proches, mise sur le scénario intermédiaire, résister juste assez longtemps pour devenir incontournable. C'est une stratégie de durcissement contrôlé, fondée sur la conviction que la pression finit toujours par se retourner contre celui qui l'exerce. Le capitaine joue le temps long. Chaque mois de survie hors du cadre est, pour lui, une victoire politique. Il y a dans le parcours d'Ibrahim Traoré quelque chose qui dépasse la politique, un écho à la lassitude d'un continent. Depuis des décennies, l'Afrique écoute les mêmes promesses, sécurité, développement, partenariat, et récolte les mêmes déceptions. L'histoire du Burkina Faso n'est donc pas isolée. Elle devient le miroir d'une fatigue collective. Dans les marchés de Ouagadougou, comme dans les cafés de Dakar, on commande son audace avec fascination ou crainte. Certains y voient une folie, d'autres une libération. Mais tous reconnaissent qu'il a forcé le monde à écouter une voix qu'il ignorait. Il ne demande rien, il agit, résume un jeune enseignant burkinabé. Et cette phrase contient la leçon implicite. L'émancipation ne se quémande pas, elle se pratique. Les spectateurs étrangers, eux, oscillent entre curiosité et malaise. L'image d'un capitaine défiant l'ordre établi dérange les réflexes diplomatiques. Pourtant, elle soulève une question universelle. Combien de temps une nation peut-elle vivre sous tutelle sans perdre son âme ? Traoré n'offre pas de modèle, il offre un exemple. Celui d'un dirigeant qui tente de réconcilier dignité et efficacité. Que l'on approuve ou non sa méthode, le débat qu'il provoque dépasse les frontières du Burkina Faso. Il invite chacun, observateur ou citoyen, à se demander s'il préfère la sécurité de la conformité ou la fierté du risque. Pour transformer l'audace en stabilité, Ibrahim Traoré doit désormais passer du symbole à la méthode.
Les observateurs identifient 5 leviers qui pourraient consolider son pari sans basculer dans l'isolement. D'abord, il faut structurer la coopération militaire. Les partenariats techniques doivent être encadrés par un protocole clair afin d'éviter les dérives opaques. Pyongyang peut fournir la formation, mais Ouagadougou garde la maîtrise des décisions opérationnelles. Ensuite, il convient de diversifier les appuis économiques. Le Burkina Faso ne peut vivre uniquement d'alliances de défis. La recherche d'investissements régionaux, notamment avec le Mali, le Niger et le Ghana, devient prioritaire pour stabiliser les recettes. Puis, il est nécessaire de consolider le front intérieur. Traoré a besoin d'un consensus social durable. Les réformes doivent être expliquées, les critiques entendues. L'unité patriotique ne peut survivre sans espace de dialogue public. Par ailleurs, la numérisation de la gouvernance s'impose. Les outils de cybersécurité et de traçabilité des dépenses peuvent réduire la dépendance à l'expertise étrangère. Une transparence accrue renforcerait la légitimité du projet. Enfin, il faut institutionnaliser la doctrine de souveraineté. Il ne s'agit plus seulement d'un slogan, mais d'un cadre d'action. Chaque décision gouvernementale devrait être évaluée selon un critère unique. Augmente-t-elle ou diminue-t-elle l'autonomie nationale? Ces 5 axes esquissent une feuille de route pragmatique. Rompre avec la soumission, mais pas avec la raison. L'alliance nord-coréenne n'est alors qu'un point de départ, un choc initial destiné à réévaluer toutes les dépendances existantes. Si cette logique s'installe, le Burkina Faso pourrait devenir le premier État du Sahel à transformer la résistance en doctrine d'État. Dans la pénombre du pouvoir, Ibrahim Traoré reste cette silhouette calme que l'on aperçoit sur les photos officielles. Point fermé, regard fixe, ton mesuré. Autour de lui, les symboles s'accumulent, drapeaux, slogans, uniformes, mais c'est un autre signe qui frappe. Celui d'un homme qui a choisi de supporter la solitude politique plutôt que la complaisance. On l'a vu aux côtés de soldats épuisés, discutant à voix basse sous la pluie. Cette image, devenue virale, est plus forte que n'importe quel discours. Elle ramène la question à sa forme la plus humaine. Qu'est-ce que résister veut dire lorsque personne ne vous écoute plus? Ce moment de retour à l'essentiel donne au récit une dimension presque intime. Au-delà des alliances, des chiffres et des communiqués, subsiste l'écho d'un mot oublié, dignité. C'est elle qui relie le Burkina Faso d'aujourd'hui au rêve brisé de tant de nations africaines. Et si finalement le véritable message n'était pas celui de la provocation, mais de la persévérance, le courage tranquille de ceux qui choisissent de tenir debout, même seuls. Le récit du Burkina Faso n'est pas clos, il s'écrit à chaque décision, à chaque refus d'abandon. En suivant Ibrahim Traoré, on découvre moins un héros qu'un rappel. La souveraineté n'est pas donnée, elle se conquiert, jour après jour, mot après mot. Ce qu'il accomplit résonne bien au-delà du Sahel. Il nous oblige à repenser ce que signifie obéir ou choisir dans un monde saturé de dépendance. Et peut-être que, dans cette ère de doute, la plus grande force n'est pas d'être approuvé, ni d'oser le dissensus. Le Burkina Faso n'offre pas une leçon, mais une invitation. Réfléchir, débattre, comprendre avant de juger. Si cette histoire vous interpelle, prolongez-la, partagez-la, discutez-la, confrontez-la, car chaque regard posé sur ce mouvement nourrit le même espoir, celui d'un continent qui, pas à pas, reprend la parole.